Mais finalement, il y a aussi beaucoup d'autres cas où cette réalité virtuelle peut être mise en place. Je pense par exemple, alors je vais t'en citer 5. Salut, c'est Charles et ça commence now. Aujourd'hui, vidéo très spéciale dans laquelle on va voir ensemble 5 domaines de santé qui, selon moi, sont appelés à vraiment exploser lors des prochaines années. Je vais t'expliquer précisément les raisons dans cette vidéo et puis pourquoi je garde un œil vigilant là-dessus. Alors, le premier domaine, c'est tout ce qui est le domaine des influenceurs santé. Pourquoi ? Parce que ça a commencé déjà lors des premiers confinements Covid successifs, où on a eu l'émergence de nouvelles têtes, de nouveaux visages, de professionnels de santé, que ce soit des étudiants, des personnels déjà sur le terrain, qui ont répondu à des questions, qui ont rassuré la population, qui ont montré aussi leur quotidien difficile. Eh bien, je crois que ça n'est que le début et que ça va être amené à exploser dans les prochaines années. Pour te dire, j'ai fait un classement, je me suis fait un petit top 50 des personnalités qui, selon moi, étaient les plus influentes en santé. Alors c'était des visages d'hommes et de femmes qui venaient d'horizons complètement différents, de professions médicales ou non. Et puis finalement, je me suis amusé un peu à analyser leur style, décortiquer leurs publications et pourquoi, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, Twitter, sur les différents plateaux télé, qu'est-ce qui faisait que leur intervention faisait mouche, qu'est-ce qui faisait que leurs paroles finalement avaient plus d'impact que celles des autres. Et pourquoi il y avait autant de reposts, autant d'interactions finalement. Alors, j'en ai tiré les conclusions que finalement ça avait énormément rapport avec l'état de notre société actuelle. C'est-à-dire que moi j'ai grandi dans une décennie où on s'extasiait devant la science. On était encore fou de joie quand on venait de cloner la première brebis. En 2021, on est arrivé à un niveau où on remet tellement tout en question que c'est tout juste si on n'est pas en train de faire machine arrière et de ressupposer que la Terre soit plate et non ronde. Donc finalement, le rôle des influenceurs santé, ça va être de restaurer la confiance. Restaurer cette confiance qu'on a perdue entre le grand public et puis les institutions, les entreprises, tout ce qui finalement représente les grands groupes, on va dire. Alors en pharmacie, bon, moi je vais te parler pour ma paroisse, mais c'est vrai qu'on a une grande méfiance de la population vis-à-vis des vaccins. Je pense que ça pourra être abordé aussi dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci, je suis ouvert au débat. Maintenant, c'est vrai que quand on perd la confiance, c'est, si tu lis le bouquin de Stephen Covey par rapport au pouvoir de la confiance, c'est on brise un cercle vertueux, quelque chose qui était vraiment bénéfique pour tout le monde. Et le rôle des influenceurs santé, finalement, ça va être, selon moi, d'être des référents dans les prochaines années, je vais pas dire des diplomates, mais des ambassadeurs entre tous ces acteurs pour rassurer et pour aussi avoir ce côté humain qui nous manque tant en santé. C'est pas forcément une volonté de la part des grands groupes, des laboratoires d'être silencieux, d'être froid, mais c'est vrai que quand tu es représentant de laboratoire, c'est sûr que tu as une, comment dirais-je, je vais pas dire une cage, mais voilà, tu es prisonnier dans une masse informe, voilà, c'est pas toi qui compte, c'est le nous. Et finalement, comme dans n'importe quelle entreprise d'aujourd'hui, si tu veux t'adresser à quelqu'un, d'abord tu vas devoir parler à des chatbots qui sont ultra optimisés. Donc finalement, c'est ce côté humain qui manque beaucoup, que les gens recherchent, et que justement je continuerai toujours d'essayer de garder dans cette chaîne, en te montrant, voilà, en tant que professionnel de santé, peut-être mes qualités, mes défauts, mes forces, mes faiblesses. De temps en temps, oui, c'est sûr que je vais dire des bêtises, hein, je suis pas sérieux H24. Enfin, vraiment rester vrai, et parce que je suis davantage sensible au vrai que au doré, on va dire. Maintenant, ce qu'on peut faire quand on est influenceur santé, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement finalement? Alors, je vais pas te balancer comment dire,
des bons de réduction pour je ne sais quel suppositoire de quel laboratoire. Évidemment, tu t'en doutes. Maintenant, ce que je peux faire, à ma petite échelle, c'est simplement te présenter différents laboratoires, te faire des vlogs dans des incubateurs, dans des startups en santé, pour te montrer aussi un autre visage du monde de l'industrie pharmaceutique, du monde de l'entrepreneuriat, et puis aussi, par exemple, interviewer des responsables, pour que tu puisses voir aussi que, avant tout, derrière les entreprises, ce sont aussi des hommes, des femmes, qui restent parfaitement humains. Donc voilà, si jamais tu ne fais pas encore partie de mes 8% d'abonnés parmi mes spectateurs, n'hésite pas à t'abonner pour vraiment suivre mes aventures, pour faire partie de la communauté, pour toi aussi interagir, pour pouvoir suggérer des propositions de contenu, des lieux où tu voudrais que j'aille, des personnes que tu voudrais que je rencontre. Et puis aussi simplement pouvoir garder cet aspect qui me tient assez à cœur et qui est fort dans la proximité, dans la spontanéité, dans tout ce qui est un peu tout ce qui reste pédagogique mais qui reste à chaque fois très très humain et très proche. Si jamais ça t'intéresse, j'ai déjà commencé un peu à faire une conférence, tu regarderas dans mes vidéos. Donc c'est là où je vais te parler de, admettons, l'histoire du diabète. Donc je vais t'exposer une pathologie, je vais te présenter un laboratoire, mais sur un aspect que peu de gens connaissent. Donc beaucoup d'anecdotes, et puis n'hésite pas aussi à regarder mes autres vidéos. Il y a différentes vidéos, tu verras dans ma chaîne, avec différentes playlists, où je ne parle pas que de santé, je parle aussi de toutes mes passions à côté de ma branche pro. Et puis, n'hésite pas aussi à rester jusqu'au bout de mes vidéos, parce que tu verras que j'aime bien saupoudrer un petit peu des petits conseils et puis des petites informations par-ci par-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bien simplement, c'est la deuxième catégorie au niveau de la santé, qui est celle de la e-santé. Alors, la e-santé, finalement, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne les applications, les dispositifs médicaux connectés. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec ce qu'on appelle les GAFAM. Alors les GAFAM, c'est quoi? C'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Alors c'est un peu les mégalodontes au niveau des entreprises, et ça a commencé en 2006 par Google qui s'est mis dans la santé avec Google Health. Ça a bien marché, les autres, tu t'en doutes, pour ne pas rester en reste, ont massivement investi également dans la santé. Alors Amazon, comme Google, c'est un peu kiff bourricot, c'est la même stratégie, c'est une stratégie externe. On va davantage cibler tout ce qui est partenariat pour justement investir dans tout ce qui est intelligence artificielle, les données, ces dispositifs médicaux. Ensuite, tu as Facebook qui lui avait lancé une fonctionnalité santé, si tu regardes bien. Tu as Apple qui a lancé son Apple Watch, qui est maintenant devenu un dispositif médical finalement. Et puis tu as Microsoft qui, pareil, toujours lui va jouer sur son expertise en créant des chatbots spécialisés dans tout ce qui est de données de santé. Donc voilà pour ces GAFAM. Tu comprends que finalement ces GAFAM sont prêts à dominer le monde de la santé. Après, est-ce que nous sommes prêts à ce que eux dominent le monde? Ça, on l'est un peu moins. Parce que, tout simplement, leur politique de confidentialité au niveau de la gestion des données de santé n'est pas la même aux États-Unis qu'en Europe. Ce qui fait que finalement, il va encore y avoir un peu de chemin par rapport à tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Tout simplement, investir massivement dans tout ce qui relève des incubateurs, des startups en santé, et justement peut-être que j'aurai l'occasion sur cette chaîne de te présenter des différentes entreprises de l'entrepreneuriat. Donc voilà, si tu vas avoir un ordre d'idée, depuis le début du Covid, on a 71 initiatives qui ont été prises par ces grandes entreprises au niveau des lancements de projets. Maintenant, c'est pour ça qu'on va avoir davantage de data scientists, de personnes qui sont chargées de la surveillance de ces données, pour justement à terme s'assurer que notre système informatique est bien protégé.
Je vais embrayer maintenant sur troisième domaine. On avait dit... Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? On n'a pas parlé de la télé-assistance et tout ce qui est réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, ça, je m'y suis intéressé quand je m'intéressais en fait à la douleur des membres fantômes. Les membres fantômes, c'est quoi? C'est grosso modo, quand tu amputes quelqu'un, et ben, cette personne va avoir le phénomène de ressentir encore des sensations, des douleurs dans le membre qui pourtant n'est plus là. Et finalement, quand tu regardes l'historique, alors c'est intéressant, et tu t'aperçois que cette fameuse réalité virtuelle est l'une des solutions prometteuses pour ce type de patient. Mais finalement, il y a aussi beaucoup d'autres cas où cette réalité virtuelle peut être mise en place. Je pense par exemple, alors je vais t'en citer 5, mais c'est déjà pas mal. Donc premièrement, il y a dans tout ce qui est la formation des professionnels de santé. Moi, quand je suis arrivé en première année, le doyen nous avait expliqué que on lui avait appris à suturer sur une chaise en vitesse. Donc là, dis-toi que les futurs médecins seront appelés à se former grâce à la réalité virtuelle, donc à être beaucoup mieux formés. Ensuite, il y a dans tout ce qui va être la lutte, par exemple, contre les phobies. Les patients qui ont des phobies pourront aller dans un monde où elles pourront faire face à leurs peurs. Ça pourrait être aussi utile dans tout ce qui est la lutte contre la douleur. Donc tout ce qui est hypnose, etc. Ça peut être aussi valable pour tout ce qui est la kinésithérapie. Les kinés peuvent l'utiliser pour tout ce qui est rééducation facilitée. Et puis finalement, ça peut être réutilisé dans tout ce qui est le marketing digital. Autrement dit, quand une entreprise, un laboratoire va vouloir venir présenter un projet dans un forum, un colloque, etc., eh bien, il pourra utiliser la réalité virtuelle pour que justement la personne en face puisse mieux visualiser la solution digitale proposée. Ça va peut-être être cher au début pour les entreprises qui pourront se le permettre, mais à terme, ça va être largement rentabilisé parce qu'on aura des moindres coûts et puis on n'aura plus forcément besoin de se trimballer avec tout le matériel de forum en forum. Donc voilà pour tout ce qui est cette réalité virtuelle et tu vois que elle va être conséquente dans beaucoup de milieux. Maintenant tu as le domaine de l'intelligence artificielle. Donc ça sera mon quatrième domaine. Alors l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est finalement? C'est chercher à comprendre comment marche le cerveau humain et chercher à reproduire, à recréer ces processus cognitifs. C'est-à-dire que avec le progrès au niveau du stockage des données, au niveau de la rapidité de l'utilisation des données, eh bien on va s'en inspirer pour justement fabriquer des algorithmes qui vont permettre de croiser des données. Ça va mener à quoi tout ça? Ben, simplement à différents aides dans le médical. Tu entendras sûrement parler de la blockchain, tu entendras parler de la robotique, mais c'est aussi utilisable dans tout ce qui est machine de diagnostic. On aura des machines qui, comme les humains, comme le cerveau humain, qui auront la capacité de mieux voir, donc des meilleures images, qui auront la capacité de pouvoir lire, donc elles auront un peu cette capacité de langage aussi finalement, et ça va considérablement aider dans le diagnostic. Je pense par exemple à certains cancers qui sont étroitement liés avec les lésions de l'ADN, etc., tout ce qui est génétique, et finalement ça va être très 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 précis, on va pouvoir aller de plus en plus vers une médecine personnalisée. Et puis, tout simplement aussi pour des maladies rares, des maladies qui ne sont pas vraiment très présentes dans la population, mais qu'on va pouvoir mieux diagnostiquer avec des marqueurs beaucoup plus précis. Donc voilà, dis-toi que ça peut aussi servir, par exemple, en pharmacovigilance. Si tu veux remonter des informations d'effets indésirables, et bien là, on aura dans le futur davantage d'informations en temps réel, sur le long terme. Ça pourra aussi servir pour de la recherche clinique. La recherche clinique, on pourra avoir des critères beaucoup plus sélectifs, sélectionner vraiment mieux les patients pour ces phases de test. On pourra aussi avoir, forcément tu t'en doutes, tout ce qui est les dispositifs médicaux avec des logiciels embarqués.
Alors maintenant, qu'est-ce que ça va être quels vont être les problèmes majeurs de cette intelligence artificielle? Tu t'en doutes qu'il va y en avoir aussi certains, à savoir déjà le temps d'adaptation à toutes ces nouvelles technologies pour les personnes âgées, et puis surtout l'aspect législatif. Tu te doutes que quand tu vas accepter de donner tes propres données sur ta santé à ton médecin, s'il veut les exploiter pour un autre projet, il devra aussi demander ton autorisation. Donc voilà, faut te dire que on est vraiment dans un marché un marché plein de potentialités, mais qui va vraiment dépendre d'une grosse compétition au niveau mondial. Il va falloir vraiment trouver un rythme entre la machine, les patients et puis le personnel soignant si tu préfères. Le cinquième domaine que je pourrais aborder aussi avec toi, c'est numéro 5, dans tout ce qui est l'accompagnement des maladies chroniques. Alors, en fait, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, si tu regardes bien, donc dans tout ce qui était à l'officine avec l'ETP. Maintenant, si tu prends les chiffres, c'est assez incroyable. Il faut te dire que on va avoir en 2030 plus d'1 milliard de personnes qui auront plus de 60 ans. Ce sera le double en 2050. Donc, avec l'espérance de vie qui augmente, il va falloir prendre en charge toutes ces personnes âgées, et puis bien les prendre en charge en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit la médecine des 4 P. Alors c'est ce qui nous attend, c'est la médecine prédictive, personnalisée, préventive, et puis participative. Donc, tu vois, ça te dit bien vraiment cette évolution aussi des mentalités, de la santé, de la science. Et puis, il y a déjà un diabétologue, c'était sur Paris, qui s'appelait André Grimaldi, donc, qui avait écrit un bouquin assez intéressant sur la 3e médecine, en fait. Le titre, si ça t'intéresse, c'est les maladies chroniques vers la 3e médecine. Et bien là, il avait tout à fait raison, on est en plein dedans. Donc voilà pour ça. Maintenant, évidemment, tu te doutes que il y a toujours des problèmes qui vont avec. Faut que te dire que on a encore beaucoup de chemin à faire, étant donné que les patients mettent un certain temps avant d'aller consulter, ils mettent un certain temps à accepter leur pathologie, et puis aussi à se soigner. Faut te dire que il y a beaucoup de maladies chroniques où on est avec une mauvaise observance thérapeutique. C'est-à-dire que il y a moins de 80% du temps, le traitement est mal pris en fait. Voilà pour ça, pour ces fameuses maladies chroniques. J'espère que cette vidéo a pu t'intéresser, a pu t'ouvrir aussi les yeux sur ce que sera la santé de demain, ce que l'on va connaître, et la santé finalement à laquelle on va tous participer. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like de soutien, d'encouragement. N'hésite pas à me mettre aussi en commentaire quel est ton avis sur la question. Et puis, on se retrouvera très bientôt sur une autre vidéo santé. En attendant, je te dis prends bien soin de toi, tout simplement. Et puis, à très bientôt. Allez, salut!